Événement ce week-end. Ah non, c'était pas Céline qui est venue. Le Canada, c'est fini, c'est derrière nous. C'était bien le Grand Prix de Monaco. Et après la secousse, le séisme du Grand Prix de Canada avec l'abandon de George Russell. Double séisme donc avec cette fois un florilège de pénalités, un florilège d'abandon. Et au milieu, Kimi Antonelli. Bonjour, c'est moi, c'est Kimi. Kimi, 14 ans, non je rigole, il a 19, mais bon quand même. Qui évidemment n'a pas son permis, mais qui est en tête de ce championnat du monde, qui vient mettre la claque évidemment ce week-end, puisqu'il met 25 points de plus entre lui et George Russell. Désormais, il est très très loin. Et on peut le dire, hein, il passe favori de ce championnat du monde. Il aura illuminé cette principauté évidemment ce week-end. Un week-end parfait pour Kimi Antonelli. On va forcément revenir sur le florilège de pénalités et d'abandons à côté de lui, entre Verstappen, Norris, les pénalités distribuées à Russell, à tout le monde. Bref, c'était le chaos intégral. Charles Leclerc aussi. On va revenir un petit peu sur tout le bazar qui s'est passé entre les pénalités, les abandons, les problèmes de frein. Bref, la totale. Et puis évidemment, on reviendra sur les points bonus, la deuxième place de Lewis Hamilton qui confirme, donc après cette superbe prestation au Canada, son grand retour. Et puis la douleur, Gasly et on ne l'oubliera pas, le petit point et le petit point, le tout petit point pour Aston Martin. On en discute, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Alors on commence tout de suite, j'espère que ma voix est pas un peu effritée comme on dit, hein, parce que ce fut un week-end animé pour moi et malheureusement j'ai perdu des cordes vocales, probablement des points vitaux aussi, mais je suis là, toujours présent au rendez-vous. Et je vais vous dire, quand on nous offre une régalade de Grand Prix monégasque comme on l'a vécu là, évidemment qu'on répond présent parce que, et il faut le dire quand même, mettons carte sur table, on s'est fait doucement chier pendant les dernières années, tel un process de course le dimanche à Monaco, puisqu'on le sait, tout se jouait en qualif, il était impossible de se dépasser. Alors là, évidemment, il n'y a pas eu non plus un florilège de dépassement, parce que la piste non plus s'est pas élargie d'un coup. Monaco reste un tracé sinueux où il est quasi impossible de dépasser. Néanmoins, on a eu un florilège d'abandon. On sent que la fiabilité commence à être un vrai sujet vraiment de cette nouvelle ère hybride qui fait la part à l'électrique actuellement en tout cas. Beaucoup d'abandon et puis des pénalités avec ces radars qui ont puni. Mais bon, au milieu de tout ça, un homme rayonne, un homme subjugue, un homme, plutôt un bébé, un enfant. Le mec a 19 ans, il est italien, et il a une avance colossale désormais au championnat du monde. On a quitté Kimi Antonelli au Canada en bataille ouverte avec un George Russell qui avait montré les crocs, qui avait montré un petit peu qui, qu'il était là, qu'il était revenu, qu'il était présent, qu'il était un peu patron, mais qui s'était fait trahir par sa monoplace. Et derrière, le duel remporté par Kimi Antonelli ce week-end sur un week-end honnêtement où il a fait, pour moi, son meilleur week-end de la saison parce que il a fait de très bons week-ends jusque-là, évidemment, parce que sinon il n'aurait pas remporté tous ses grands prix. Néanmoins, il y avait toujours des problèmes, soit au départ, soit en termes de performance, il n'était pas forcément le plus rapide. Bref, mais il a toujours tiré son épingle du jeu avec un très bon début de saison. Pour moi, aujourd'hui, là à Monaco, ça a été ce week-end, en tout cas le week-end parfait pour lui. Pourquoi? Parce que la Mercedes, elle n'était pas du tout attendue à ce niveau-là. C'est peut-être pas forcément la meilleure voiture du plateau à Monaco. On attendait beaucoup les Ferrari d'ailleurs qui finalement sont un peu rentrés dans le rang, on va dire, en mode qualif. Alors le mode qualif de la Mercedes, c'est toujours quelque chose quand même. Mais
on a senti qu'il y avait 4 hommes réellement qui pouvaient jouer la pole, Norris, Leclerc, Verstappen, Antonelli. Et finalement, on s'est retrouvé en qualification. Alors, on notera qu'il n'y avait pas Russell qui était encore une fois un peu en retrait par rapport à Kimi Antonelli là, sur ce week-end, assez en difficulté, il a même avoué. Et puis finalement, on arrive aux qualifications. Et là, Kimi Antonelli, il va chercher cette pole devant Max Verstappen de 43 petits millièmes, alors que Max nous sort un tour de circuit absolument magnifique, alors que Leclerc déjà avait fait un beau travail aussi. Et derrière, vraiment, Kimi Antonelli qui vient mettre la claque, qui vient chercher cette pole et il vient s'imposer comme le patron. On sait à quel point les positions, évidemment, sont figées à Monaco et que la qualification, elle est déterminante, évidemment, pour la course. Et là, Kimi Antonelli, donc, premier, 43 millièmes devant Verstappen. Et puis, on retrouve le duo Ferrari qu'on attendait un peu mieux, hein, vraiment. Alors, Leclerc avouera qu'il a un peu loupé, justement, son tour avec ce problème de frein sur lequel on va revenir évidemment, puisque Charles, c'est quand même sa demeure, hein, on le sait, il est intraitable normalement à Monaco, mais là, il était plus en difficulté. Et puis derrière, où est George Russell? Il est 6e sur la grille, à presque 4 dixièmes de son coéquipier. Et là, évidemment, bon, là, vraiment, George est en difficulté. Post-interview, il va le reconnaître. Il dit actuellement, je suis obligé de le reconnaître. Je suis en difficulté dans les réglages et dans l'exploitation de ma monoplace. Je n'arrive pas du tout à exploiter le plein potentiel de la Mercedes actuelle, ce qui est le cas de son coéquipier Kimi Antonelli. Et ensuite, on va basculer sur un Grand Prix du dimanche assez chaotique, mais ça sera très vite réglé. Par rapport à plusieurs années, on a vu un rythme de course qui était plus ou moins assez similaire et on a vu aussi pas mal de yo-yo, c'est-à-dire on a vu des voitures qui, pour se protéger en tête, roulaient à un rythme très bas pour éviter justement que les voitures derrière puissent rentrer sous une voiture de sécurité et potentiellement ressortir avec l'undercut devant eux. Eh bien, cette année, non. Kimi Antonelli, il y allait pleine balle. Et il l'a vite compris parce que son adversaire direct, il le sait, c'est George Russell. Et au départ, George Russell, il part 6e. Donc évidemment, quand bien même, puisqu'on y reviendra, Max Verstappen ne sera plus sur la grille. Kimi Antonelli, il va quand même faire tracer sa route. Et il va imprimer un rythme. Il va faire le choix d'imprimer un rythme solide parce qu'évidemment, son adversaire direct n'est plus là. Et le but, c'est qu'en fait, il y a un maximum de possibilités d'espacement entre les voitures pour que chacune des voitures puisse rentrer, qu'il y ait le moins de mouvement possible, donc qu'il y ait le moins de possibilités d'undercut et de changement de position. Parce que lui, son but, c'est évidemment de garder son adversaire direct, son coéquipier, à la position à laquelle il est, c'est-à-dire une position anonyme de 6e place qui rapporte peu de points. Et donc Kimi Antonelli déjà aura fait un week-end parfait, pas seulement sur l'exploitation de sa performance, c'est-à-dire la vitesse pure, mais aussi en termes de stratégie de course. Parce que là, déjà, il va penser championnat. Et penser championnat, c'est éliminer, en tout cas targeter, cibler son adversaire direct. Et son adversaire direct, c'était George Russell. Alors, George Russell dans la panure, puisqu'on est obligé évidemment de revenir sur son adversaire direct. On va faire finalement un opus Mercedes. George Russell qui aura donc été en difficulté, 6e sur la grille, par la chance évidemment de l'abandon de Max Verstappen, il va se retrouver à la 4e place. Mais derrière, pour lui, malgré une course plutôt correcte, la poisse ne le quitte pas. Alors, il faut dire que George Russell, c'était peut-être le week-end où il était le plus en difficulté ce week-end, ça c'est certain, à Monaco. Néanmoins, il faut quand même être assez réaliste sur vraiment comment dire, la malchance énorme que George Russell a depuis le début de saison. Il est évident que Kimi Antonelli mérite et doit être en tête de ce championnat du monde. Maintenant, l'écart actuel ne reflète absolument pas l'écart entre les deux hommes. On a déjà eu cet abandon au Canada depuis le début de saison. Il y a eu ce problème en Australie, la voiture de sécurité qui a avantagé Kimi Antonelli au Japon. On l'a senti, honnêtement, après l'interview, il est désabusé, George Russell. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour George Russell? Il va donc être en 4e place. La course va plutôt se passer correctement. Il va réussir à revenir et au gré d'arrêt au stand, gratter une 3e place post-abandon Charles Leclerc. Et derrière, la punition, 5 secondes de pénalité pour ce radar, on y reviendra,
qui va pénaliser un peu tout le monde pour un dépassement de limite de vitesse au stand. Et là, son écurie va oublier de lui faire sa pénalité. Alors qu'est-ce qui se passe si on rentre au stand pour un changement pneumatique ou autre, alors qu'on a une pénalité en cours et qu'on ne la fait pas, et qu'on ne l'applique pas, c'est-à-dire que lui, il avait 5 secondes de pénalité, donc normalement, il doit rester 5 secondes non plus au stand. Bah, si on ne la fait pas au moment où on s'arrête, eh ben, on est repénalisé derrière. Et on est repénalisé d'un drive-through. Donc, c'est-à-dire qu'il faut repasser par la voie des stands, ce qu'il a complètement puni. Derrière, George Russell, il rentre au stand, il sort 14e avec les derniers petits abandons, parce que c'était un peu le florilège, il termine 12e. Et pour lui, c'est la bulle. Il est passé donc d'une 3e place qui lui aurait fait perdre 10 points, ce qui était vraiment, c'est sûr, déjà beaucoup, à 25 points. Double bulle en 2 Grands Prix. Dans les 2 cas, bah, soit il gagnait au Canada, soit il finissait 3e au 2e. La punition, elle est sévère, sachant que dans les 2 cas, bah, il n'en est pas responsable. Le résultat, il est quand même stratosphérique. Aujourd'hui, Kimi Antonelli a plus de 60 points sur lui, pour être très précis. 156 points pour Kimi Antonelli, 88 points pour George Russell. C'est 68 points d'écart. 68 points d'écart, il se retrouve George Russell même derrière Lewis Hamilton, c'est dire quand même, alors que la Mercedes est ultra dominatrice. Et d'ailleurs, on l'a vu un peu plus à Monaco, où vraiment, moi, je pensais que Ferrari tirait son épingle du jeu, notamment en qualif. Et en fait, la Mercedes a été impressionnante. Puis en rythme de course, c'était encore lunaire, quoi. Je veux dire, il y avait vraiment 2 catégories, quoi. Il y avait Kimi Antonelli et le reste du monde. On aurait aimé voir quand même que Max Verstappen, voir un peu le rythme qu'il avait. Mais c'est assez impressionnant. Donc voilà, George Russell vraiment qui aura subi donc malchance au Japon, problème au Canada, problème à Monaco, et derrière, bah, tout se cumule, l'envoie à des années-lumière d'un Kimi Antonelli. Quand il devrait être à une vingtaine de points de son coéquipier, globalement, bah, il se retrouve maintenant avec une valise de 68. Et là, mine de rien, on va revenir quand même au cœur de ce sujet, on est obligé de rebondir là-dessus. Il reste 2 Grands Prix là dans ce hat-trick, voilà, puisqu'on enchaîne 3 Grands Prix sur 3 week-ends de course là. On a l'Espagne qui arrive, on a l'Autriche qui arrive, mais quand Kimi Antonelli se présente en Espagne, il n'est pas comme à Monaco. Il est ultra favori désormais du championnat du monde. Il a 68 points d'avance avec la meilleure voiture sur son propre coéquipier. Et aujourd'hui, Kimi Antonelli a démontré qu'il avait la vitesse, qu'il avait la sérénité et tout, mais attention, il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir, et moi je reste un peu je reste encore avec ce questionnement, et je me dis, attention, comment il va gérer cette pression à 19 ans. Et ça va être le moment clé du championnat, parce que désormais, tous les médias qui vont se tourner vers lui vont orienter et ne lui poser des questions qu'en le considérant comme le favori de ce championnat du monde. Et ça peut jouer quand même pas mal. Et maintenant, George Russell, bah, il n'a plus rien à perdre. On peut dire qu'il était favori ou autre. Désormais, il a 68 points. Il a été pétri de malchance dans ce début de championnat. Et je suis curieux de voir si la roue va tourner. Et on enchaîne du coup. Alors attention, hein, quand je dis la roue, je voulais juste boucler, mais quand je dis la roue va tourner, j'espère pas que la roue va tourner. Non pas que je sois pour George Russell par rapport à Kimi Antonelli. Mais on se questionne évidemment sur la capacité de l'Italien du haut de ses 19 ans, et par rapport à ce qu'il a montré aussi, cette faiblesse l'année dernière sur les circuits européens, à gérer cette pression. À voir ce qu'il va donner justement dans cette période où il va être justement, va sentir une pression absolue sur ses épaules. Et c'est ça qui me questionne, et sur lequel je suis hâte, ou sur lequel j'ai hâte, je suis impatient de voir un petit peu le résultat. On rebondit évidemment sur le retour de Max, qui est toujours là, évidemment, décidément. Max qui est un peu, qui fait son retour petit à petit avec sa Red Bull depuis le Grand Prix de Miami et les évolutions. À nouveau, Max Verstappen a été présent. Mais encore une fois, et là on va faire le parallèle évidemment avec les McLaren, encore une fois des problèmes de fiabilité chez Red Bull, chez McLaren. Aujourd'hui, il y a 2 écuries qui sortent un peu du lot. En tout cas, on a nos 4 écuries de tête. Sur les 4 écuries de tête, il y en a 2 qui sortent du lot en termes de fiabilité, c'est Mercedes et Ferrari, qui ont quand même très peu de problèmes de fiabilité et d'abandon. En revanche,
pour l'instant, si McLaren a fait un petit bond en avant en termes de performance et si Red Bull a aussi fait un petit bond en avant en termes de performance, il y a de réels problèmes de fiabilité. Et bon, bah, c'est bien d'être rapide, d'être un peu plus rapide et de se rapprocher de ses deux rivaux. Le problème, c'est que si on passe pas la ligne, bah, ça fait mal, quoi. Et mine de rien, quand même, Max, bah, il a eu quand même deux gros problèmes déjà depuis le début de la saison. Lando Norris, c'est pareil, c'est son deuxième problème de la saison, c'est son deuxième abandon de la saison. Oscar Piastri en a eu deux aussi. Hadjar en a eu deux. Bon, ça fait mal quand même. Donc le tout cumulé, évidemment, crée un écart sensible, notamment au championnat comment dire, championnat écurie, évidemment, hein, puisque McLaren maintenant pointe à 118 points quand Ferrari est à 165. Red Bull n'est qu'à 72. Donc évidemment, il commence un peu à se creuser cet écart, mais c'est plus un problème de fiabilité plutôt que de performance, parce qu'on sent quand même que les McLaren et les Red Bull, désormais, sont en capacité de venir un peu chahuter nos deux principales écuries. En tout cas, Max Verstappen qui nous a gratifié franchement d'un tour à Monaco d'exception où il vient se caler donc à 43 millième de Kimi Antonelli. Et derrière, c'est l'abandon. Max Verstappen qui va tout simplement caler au départ, qui va tout juste arriver à redémarrer, mais ce sera trop tard. En fait, le moteur n'aura pas tenu, il n'aura pas pu faire un tour. Problème de fiabilité donc et abandon pour Max Verstappen. C'est dommage parce que comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé voir le rythme qu'il avait par rapport à Kimi Antonelli. Est-ce qu'il aurait pu suivre ou pas le rythme de l'Italien? En tout cas, il avait un rythme, je pense, supérieur à celui de Lewis Hamilton. Et ça aurait été intéressant de le voir. Derrière, ça a été, mais alors, le chaos cette course. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Max Verstappen déjà qui se retrouve donc abandonné. Ensuite, les Ferrari partent à la chasse donc de Kimi. Très rapidement, Kimi s'envole. On comprend que c'est un peu game over. Le mec est une fusée. Il passe en mode godlike. Et puis ensuite, on va avoir à chaque arrêt un florilège de pénalités. Pierre Gasly va en subir d'ailleurs les conséquences. Alors, on est encore en phase d'analyse. On attend quand même un petit peu le retour de la FIA officielle là-dessus, parce que qui a écopé d'une pénalité pour dépassement de limite dans les stands? On a Lewis Hamilton, on a George Russell, on a Isaac Hadjar, on a Pierre Gasly, on a Nico Hülkenberg. Ça fait beaucoup quand même. Donc on a 5 pilotes, je me demande si on n'a pas plus, mais bon. Au moins 5 pilotes déjà qui ont été coupés d'une pénalité pour dépassement de limite de vitesse dans les stands. Les 5 pilotes sont interrogés. Les 5 ont dit avoir mis le limiteur bien avant d'être entrés dans les stands et en sortant des stands. Alors, il y a autre chose qui serait considérée, ce serait que le détecteur de limite aurait été légèrement avancé et que l'ensemble de ces pilotes auraient légèrement coupé l'entrée en fait de rentrée des stands, et que au moment de le couper, en fait, la phase de détection a été comment dire, elle ne serait pas au même endroit que ce que les pilotes pensaient, donc légèrement derrière, ce qui a fait ce petit changement. Enfin bon, on est quand même sur du ridicule. Quand on voit que donc pit limiter à 60, quand on voit que Pierre Gasly, il est sanctionné, il est à 60,1 en relevé. Bon, je sais il y a probablement 5 km/h de marge ou autre, mais c'est assez c'est dur, quoi. C'est dur, et je me pose la question de savoir si la FIA va assumer. Parce que ça fait quand même beaucoup de pénalités distribuées. Et le problème, c'est que, on le sait, hein, quand bien même le limitateur il est défaillant, comment on fait pour revenir en arrière? Parce que George Russell, s'il ne prend pas ses 5 secondes de pénalité, bah derrière, il ne prend pas son drive-through non plus, puisque c'est à cause de ces 5 secondes de pénalité qu'il n'a pas appliqué au stand qu'il prend son drive-through. Lewis Hamilton, lui, bon, c'est que 5 secondes de pénalité n'ont pas beaucoup d'impact. Pierre Gasly, il passe la ligne 3e après un Grand Prix absolument superbe, mais il finit 7e. Beaucoup, beaucoup quand même de questions qui se posent ce week-end par rapport à ce limitateur. J'attends franchement le communiqué officiel de FIA, les relevés, parce que pour l'instant, ça fait un peu l'autruche, et on aimerait qu'il y ait un peu plus de communication ouverte là-dessus. À mon avis, d'ici l'Espagne, d'ici ce week-end, on en saura un peu plus, mais c'est une question qui se soulève en effet. En tout cas, dans ce chaos, évidemment, on l'aura compris avec l'abandon de Lando Norris qui va
qui va pas tenir en fiabilité, de George Russell qui va écoper, donc ses pénalités dans autres. Eh bien, on va se retrouver avec Isaac Hadjar qui va arriver troisième, qui va sortir des sentiers battus, puisqu'on a Charles Leclerc qui va foncer dans le mur et, euh, et terminer sa course. Oscar Piastri quatrième, Lawson cinquième, Lindblad sixième, Pierre Gasly septième, donc on l'a dit malheureusement avec cette pénalité. Albon, Ocon et Alonso. Alonso ce petit point. Et oui, il faut pas l'oublier, hein. Et ça, c'est assez incroyable. Écoutez, avant de récompenser Fernando Alonso et Aston Martin qui ont marqué un point, on va quand même faire un petit passage sur Lewis. Alors donc, dans ce chaos, on est obligé, on fait faire un petit opus quand même sur Ferrari parce que c'est eux qui ont animé un petit peu tout ça aussi. Lewis Hamilton qui donc rebondit après le Canada, après sa performance XXL du Canada. Lewis Hamilton qui aura été présent. Alors en essai libre, il s'est montré un petit peu moins rapide que Charles Leclerc. Mais enfin, Charles Leclerc, on sait que c'est son antre qui connaît la piste par cœur, qui a été toujours très 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 performant à Monaco. Malchanceux, mais bon. Bah, d'ailleurs, on y revient, mais bon. Et là, Lewis Hamilton va nous sortir une très très belle séance de qualification pour venir se qualifier troisième sur cette grille de départ. Ce qui évidemment va lui ouvrir les voies à la porte évidemment d'un superbe Grand Prix de Monaco, puisque derrière on va avoir quand même Max Verstappen qui va abandonner et du coup Lewis Hamilton qui deuxième va s'installer et va imprimer son rythme jusqu'à la fin. Les Ferrari un peu déçus quand même, hein, parce que les Ferrari ont pensé qu'elles étaient en mesure de venir chahuter, venir aux avant-postes. Honnêtement, on l'a dit depuis le début de saison, normalement, la Ferrari, c'est celle qui a le meilleur package aérodynamique du plateau pour l'instant. Ils ont juste, soi-disant, pas la puissance moteur. Bah là, à Monaco, il n'y a pas de puissance moteur. On n'a pas vu la Ferrari première. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme indication? Bah, que la Ferrari, elle a un très bon package aéro. Maintenant, est-ce qu'elle a le meilleur package aéro? Bah, pas forcément. Je pense que la Mercedes, finalement, est la meilleure voiture sur l'ensemble des circuits en général. Elle arrivera peut-être sur un ou deux circuits à être en difficulté pour différentes raisons. Des problèmes d'altitude, de température, de bosse, autres, je pense, dans l'ensemble de la saison. Mais là, on peut dire officiellement que la Mercedes est quand même assez loin devant. C'est ça, je pense, la conclusion en fait de ce Grand Prix de Monaco, où on voyait un petit peu les Ferrari ou bien la Red Bull un petit peu venir chahuter les Mercedes. Quand bien même Max Verstappen, il a 43 millième, moi je pensais vraiment qu'avant cette course que Max, il allait être devant la Mercedes de Kimi Anthony et que Kimi n'aurait pas la possibilité de le faire. C'est pour ça aussi que je dis Kimi Anthony a peut-être marqué les esprits, a fait le week-end le plus performant, le plus marquant de sa saison, parce qu'il n'avait pas forcément, pour moi, en tout cas en arrivant sur ce circuit, la meilleure voiture du plateau, mais je me rends compte que la Mercedes est quand même exceptionnelle et évidemment que l'Italien en fait un travail exceptionnel lui-même. Bon, ça c'était le passage excellent sur Lewis qui va bénéficier de cet abandon et qui va nous faire une course extrêmement solide. Et puis on va avoir le passage Charles Leclerc, l'abandon de Charles Leclerc évidemment qui va être très discuté. Alors on l'a vu, il y a eu différents abandons, les pannes moteur, Norris, Verstappen, les pénalités, et Charles Leclerc, lui, est bien à quelques tours de l'arrivée. Au redémarrage après donc cette safety car qui va arriver, il va s'envoyer dans le mur juste avant la ligne de départ, à quelques tours de l'arrivée. Et l'explication qui sort, on sait que Charles Leclerc est quand même extrêmement punitif envers lui-même, extrêmement autocritique. Et là, il va sortir, il va être furax, le monégasque furax, et il va directement accuser son équipe et ses freins. Et il a dit, je ne prendrai pas une balle cette fois. Vous savez que je suis le premier à me tirer une balle, à faire mon autocritique. Mais là, c'est impossible, tout simplement. Ses freins ont lâché. Charles Leclerc qui s'est déjà plaint de ses freins en plus au Canada. Et il dit, post-interview, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, je crois que j'ai trouvé la solution. Et elle est dans l'écurie depuis longtemps. C'est juste qu'on ne l'a pas utilisée et c'est un problème de mon côté, mais ce n'est pas un problème de l'autre côté. Et là, ça soulève une question qui, évidemment, a entraîné d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lewis Hamilton, lui, vous avez remarqué aussi, il a fait un comeback depuis le Canada, bizarrement. Lewis Hamilton, quand il était chez Mercedes, en fait, il était avec des freins
d'un constructeur qui s'appelle Carbon Industries. Il avait demandé du coup d'installer ses freins. Et l'année dernière, quand il est arrivé chez Ferrari, Ferrari est équipé de manière historique avec un partenaire qui s'appelle Brembo, qui est un concepteur aussi de freins. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Lewis Hamilton a dit, écoutez, je ne m'y retrouve pas, j'ai besoin de changer et je pense qu'il faut changer pour Carbon Industries. Et dès le début de saison, il a commencé à en parler avec Fred Vasseur, qui a noué un partenariat historique avec une autre marque de frein, donc c'est compliqué d'aller avec le concurrent. Donc je suppose qu'il y a eu des démarches administratives qui ont un peu ralenti le process. Néanmoins, Lewis Hamilton est repassé chez Carbon Industries, donc il est passé vers les mêmes freins qu'il avait chez Mercedes, donc il retrouve la même sensibilité qui l'a mené à ses 7 titres de champion du monde. Et d'un coup, il performe. Qu'est-ce qui se passe pour Charles Leclerc? Charles Leclerc, lui, il trouve qu'en tout cas, il ne s'y retrouve pas avec Brembo, mais qui est un partenaire historique. C'est ça assez curieux, c'est qu'il avait les mêmes avant. Mais il ne s'y retrouve pas et il dit je crois que la solution, elle est là. Moi, je la connais. La rumeur, évidemment, qu'on peut se faire, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de suggérer que la marque historique de frein de Ferrari, elle n'est pas au niveau, en tout cas qu'il n'a pas le ressenti qu'il faut et qu'il ne devrait pas passer lui aussi chez Carbon Industries pour régler le problème. En Espagne, on va vite le savoir parce qu'au prochain Grand Prix, soit il sera équipé des Brembo, de la marque Brembo, soit il sera équipé de la marque Carbon Industries. Néanmoins, évidemment, vous vous rendez compte que c'est des enjeux économiques qui sont énormes. Donc Brembo a fait un communiqué, Ferrari a fait un communiqué pour défendre Brembo, pour dire que c'est une marque historique de partenaire. Brembo a dit qu'il ne fallait pas tirer des conclusions trop hâtives, que évidemment il fallait attendre les échanges, les analyses des ingénieurs et de la télémétrie pour savoir si c'était vraiment le frein ou le problème ou autre. Toujours est-il que Charles Leclerc, lui, s'est envoyé dans le mur. Il a dit de toute façon, il n'y a que deux choix en Formule 1, soit je freine pas et je vais dans le mur, soit j'appuie sur les freins, mais comme il ne marche pas, je vais dans le mur. Bon, du coup c'est assez dur, c'est sûr, et en tout cas c'est un peu l'épilogue de ce Grand Prix de Monaco. Affaire à suivre donc en Espagne, sur le circuit de Catalogne, où c'est vrai, on devrait retrouver quand même, encore une fois, là, généralement la hiérarchie de l'année est assez représentative sur ce type de circuit qui sollicite les virages lents, les virages lents et des virages à moyenne vitesse. Donc on devrait se retrouver normalement avec les Mercedes aux avant-postes sans trop de surprises et surtout avec une hiérarchie qui se rapproche de celle de l'ensemble de la saison en général. C'est souvent le cas sur un circuit de Catalogne et donc on va rester très très attentif à cela. Et surtout, le duel, Kimi Antonelli, George Russell. Maintenant, George Russell, il doit y aller plein fer. Il doit mettre à la pression un maximum, tout tenter sur Kimi Antonelli. Le but pour lui, c'est d'y aller, de se décharger en fait de cette pression qu'il avait, je pense, en début de saison, puisqu'on l'avait mis comme les bookmakers l'avaient mis comme favori de cette saison, et de déplacer cette pression, de la mettre sur Kimi Antonelli et qu'il la ressente. N'oublions pas, c'est un jeune homme de 19 ans seulement. Il est italien, il a plus de 60 points d'avance sur, non pas son coéquipier, mais Lewis Hamilton, qui est deuxième du championnat maintenant, avec cette deuxième place magnifique au Grand Prix de Monaco. Et là, ça va être très très intéressant à regarder. L'objectif est pour moi très clair pour George Russell. Kimi Antonelli est favori de ce championnat du monde. Ça change complètement la donne, ce Grand Prix de Monaco, parce que le Grand Prix de Canada, c'était un abandon haute, mais là, comme c'est un deuxième zéro pointé, là, il est favori, vraiment, Kimi Antonelli, ultra favori, puisqu'il a la meilleure voiture et plus de 60 points d'avance. Néanmoins, il y a 2 Grands Prix à suivre, et en fait, l'inversion de tendance, elle doit se faire maintenant pour George Russell. Il faut absolument tout donner sur les 2 prochains Grands Prix pour retourner le game. Et ça, évidemment, quoi qu'il arrive, ça sera toujours et encore avec Enfin Bon, bien sûr.